La chanson ou pas la chanson? Non, la chanson. On pourrait commencer en chanson en fait, c'est ça? On pourrait vous... Le cul dans l'herbe tendre et d'avoir su l'étendre quand j'étais amoureux, j'aurais vécu obscur et sans esclandre en gardant le cœur tendre le long des jours heureux. Pour faire de vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin, pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Pas se casser le cul, savoir se fendre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Que voilà une belle introduction par les trois membres de la BIL, la Brigade d'intervention littéraire équilatérale, qui, dans ce festival Nature Nomade, vous réjouissent depuis déjà 2 jours de quelques lectures à voix haute et qui vont avoir la gentillesse de nous gratifier de quelques extraits des 6 livres en compétition pour le premier prix littéraire Nature Nomade, et c'est de ça dont on va parler tout de suite. Premier prix littéraire qui récompense un des 6 ouvrages qui ont été sélectionnés. Et c'est un jury composé de 12 personnes qui a lu, choisi, débattu, bataillé pour élire ce grand gagnant qu'on révélera à l'issue, ou quasiment à l'issue de cette rencontre, qui va nous permettre de détailler ces 6 ouvrages, d'en entendre des extraits et d'en discuter avec 2 des 12 membres du jury qui ont été envoyés au charbon, tirés au sort peut-être, ou désignés volontaires d'office. Il s'agit de Nicole Vitré-Méchin et Ronan Le Breton. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous pour cette discussion, sur lesquels on va commencer par le début, c'est-à-dire d'où vient l'idée de ce prix littéraire, comment ça a été mis en place et avec quels enjeux, parce que je disais vous étiez 12 personnes, peut-être aussi on va nommer les autres, c'était aussi l'idée de faire vivre le collectif, l'association Nature Nomade et les bénévoles qui le composent. Je pense que le festival grandit d'année en année, il développe son propre parcours. Et puis à l'initiative du prix littéraire, il y a la Géothèque, la merveilleuse librairie de la Géothèque, la librairie du voyage à Nantes. Et puis Faustine et Benoît ont donc choisi 6 titres qu'ils ont soumis au jury de bénévoles de l'association. Voilà, 12 personnes. Alors Faustine nous avait concocté une grille très professionnelle pour regarder. Tu peux peut-être en parler un peu, Ronan? Oui, alors la grille, il y avait trois grands critères principaux. Il y avait sur lesquels on devait juger les livres. Il y avait le fond, la forme et le souffle. Et donc le fond, c'était vraiment le sujet du livre, son lien avec le voyage, avec la façon dont le livre pouvait avoir pour décrire les paysages, les cultures, la faune, la flore. La forme, c'est le style littéraire, mais aussi le style, la qualité de l'édition. Et le souffle, c'est plus notre ressenti, si on a été transporté, si on a envie de continuer, de lire les autres livres de l'auteur, etc.
Et chaque critère était jugé sur un même total. Donc après, c'était plus une aide pour nous aider à juger, parce que c'est pas forcément évident pour nous qui n'avons jamais participé à un jury de prix littéraire de savoir comment départager des livres. Donc c'était un guide, et après, derrière, on s'est mis d'accord, on s'est réunis et on a délibéré. Oui, ça avait le mérite de nous cadrer des entrées très précises, finalement, dans chaque ouvrage, de sortir peut-être de quelque chose d'un peu affectif ou d'un peu premier degré, comme ça, et de rentrer à travers des critères très très précis, et c'était vraiment intéressant, et c'était intéressant d'en discuter après entre nous. Je précise juste une petite chose complètement sonore. Il faudrait que vous soyez très près des micros, sinon on va partir vite en Larsen. J'avais peur d'être trop loin. Et la sélection comporte 6 titres qui sont tous parus cette année, c'est ça? Ou est-ce que ça faisait partie du critère aussi, la nouveauté? Oui, c'est des livres qui sont parus dans l'année. Oui. En tout cas en français, parce qu'il y a des livres qui sont parus avant et qui ont été traduits dans l'année. Je crois qu'il y a 2 traductions dans le lot. 2 ou 3. 3, ouais. Et vous étiez vous-même, alors je parle pour vous deux, mais peut-être vous pouvez parler pour vos camarades, des grands lecteurs. Est-ce que vous avez une vélocité, vous lisez beaucoup, vite, vous avez un regard critique assez affirmé? A priori, quand on s'est rencontrés et qu'on a reconstitué le jury, on s'est aperçu qu'il y avait un petit peu de tout. Il y avait des très grands lecteurs, il y avait des gens qui disaient un petit peu moins, mais je crois que ce qui nous a tous réunis, ça a été le plaisir, la découverte de tous ces textes, leur diversité. Il y avait des récits purs, des récits d'aventure, il y avait des choses qui étaient plus littéraires. Et c'était rigolo de voir comment nos points de vue se sont affrontés, entre guillemets, parce que c'est un affrontement très amical. Mais Vraiment? Oui, oui. Oui. Non, c'était très agréable. C'était un moment très sympathique. C'était, vous le disiez, vos premières fois dans un jury. Ça requiert quelle qualité humaine, peut-être, de diplomatie, d'enjeu, d'écoute de l'autre, de positionnement de ses arguments, parce que j'imagine qu'il y a eu un peu bataille quand même amicalement. Je pense qu'il n'y a eu aucun problème, parce que ça s'inscrit naturellement dans ce qu'est Nature Nomade, c'est-à-dire un projet de copains au départ. Et il y a tellement d'amitié dans ce groupe de Nature Nomade, dans l'équipe de la Géothèque. Il y a tellement il y a un ferment, un enthousiasme, et il n'y a eu aucun problème. Je crois que ça s'est reconduit naturellement au sein du jury. La question ne s'est même pas posée de rivalité ou d'avoir à convaincre l'autre. Non, pas du tout. Vous étiez vite d'accord sur à peu près les mêmes titres, soit pour les écarter, soit pour les plébisciter? Non, pas forcément. Il y a eu certains livres qui étaient plus clivants que d'autres, même très clivants, mais on en a parlé avec... sans animosité et en respectant les points de vue de chacun. Et après, il y a eu un consensus qui s'est dégagé. Ça fait que vos propres affinités se sont un peu quand même heurtées ou polissées au regard ou à l'écoute des autres. On va pas encore le révéler, mais par exemple le gagnant, vous l'assumez pleinement, ça fait partie des livres que vous avez pu porter aussi, ou vous vous pliez à la majorité parce que c'est comme ça que ça s'est passé? Le gagnant, je pense qu'il a fait vite assez consensus quand même. Il y a eu un autre livre dont on parlera tout à l'heure qui était plus compliqué, effectivement, où il y avait des gens qui étaient vraiment pour, des gens qui étaient vraiment contre, mais bon, avec des arguments qui étaient recevables des deux côtés. Est-ce qu'on peut commencer peut-être à rentrer dans le détail? On va donc les prendre un par un, ces livres. Peut-être vous allez nous en livrer, si ce n'est un résumé, en tout cas, ou peut-être vos impressions. Et puis on va en écouter aussi un extrait par la Bill, juste à la suite. Donc le premier de ceux-ci, c'est Amazonie. Voilà, le premier, Amazonie, de Elliot Schoenfeld,
qui est un jeune explorateur. Il fait partie de la Société des explorateurs français et qui parcourt en fait seul, qui a parcouru déjà qui a fait plusieurs périples au Népal notamment, et qui est parti pour cette aventure. Il est parti en Amazonie sur les traces d'un autre aventurier des années 50 qui a disparu au cours de ce périple, mais dont le carnet a été retrouvé dans la forêt. Et il a voulu retracer ce parcours et le terminer à sa place. Et voilà. Peut-être on en écoute un extrait de Amazonie. Bien sûr. Bien sûr. C'est comme si la jungle avait taillé mon esprit à coups de pièges, d'obstacles, de frayeurs, d'adversités, pour finalement atteindre cette belle pierre sculptée et solide, libérée de ses artefacts, de ses ornements, de ce qu'on croyait utile, capital, nécessaire et qui n'était rien. Vivre dans la nature, manger à sa faim, être entouré des siens, admettre ses limites, réaliser ce dont nous sommes capables, trouver un accomplissement dans ce qui demeure à notre portée, l'amour, l'amitié, la réflexion, la contemplation. Voilà les seules choses qui comptent pour une vie substantielle et heureuse. La jungle nous rend humbles. Elle nous remet de gré ou de force à notre place. En son sein, on reprend conscience des êtres limités que nous sommes. On apprend à oublier, à abandonner cette mégalomanie infantile, et on mène sa vie en sachant qui on est. Le sauvage nous arrache de ses illusions mortifères, destructrices, de ses fantasmes de toute puissance. Il nous ramène au monde et nous guérit du mal, de l'infini. Revenir à la nature, c'est revenir sur Terre. Merci pour cet extrait de Amazonie sur les traces d'un aventurier disparu de Elliot Schoenfeld aux éditions Payot. Donc le premier des 6 livres qu'on détaille ici pour ce prix littéraire Nature Nomade, le premier aussi prix littéraire Nature Nomade. Et en compagnie de Nicole et Ronan, eh bien, on revient sur ces débats au sein du jury, et puis on verra tout à l'heure qui a emporté le prix. Mais continuons d'égrener les 6 titres. Le suivant. Alors le second titre, c'est celui d'un ouvrage québécois qui a pour titre Coucoum. Coucoum, ça veut dire arrière-grand-mère. Et c'est le récit à peine romancé, tiré de la réalité d'une petite fille qui s'appelle Almanda, qui est la fille de colons blancs, donc, qui sont installés sur les bords pratiquement du lac Saint-Jean. Donc ça se passe en gros entre Montréal et puis Québec. Et sa vie va basculer parce qu'elle va faire sa vie avec un Amérindien. Donc le récit nous fait constamment basculer, passer de notre ethnocentrisme à la vision intérieure des forêts et cette façon de vivre qu'ont les Amérindiens. Et il y a des passages très très beaux où on découvre finalement cette civilisation de l'intérieur. Et ce qui était assez passionnant, c'est de s'apercevoir qu'il y a un autre livre dont on va parler après qui s'appelle L'appel du Kakatoès qui se passe en Australie, et il y a des pendants du livre qu'on retrouve comme ça, d'un côté la culture aborigène, de l'autre côté la culture amérindienne. Voilà. On en écoute un extrait. Je ne sais pas si je serais capable de tirer sur un orignal, Thomas. Surtout la mère d'un petit. Thomas a respiré une bouffée d'air, levé les yeux au ciel, et puis son regard s'est à nouveau fixé sur les orignaux. En donnant sa vie, Moche permet aux chasseurs de vivre. Il faut le remercier, respecter le sacrifice. J'arrivais d'un monde où l'on estimait que l'humain, créé à l'image de Dieu, trônait au sommet de la pyramide de la vie. La nature offerte en cadeau devait être domptée. Et voilà que je me retrouvais dans un nouvel ordre des choses où tous les êtres vivants sont égaux et où l'homme
n'était supérieur à aucun autre. Merci beaucoup pour cet extrait de Coucoum de Michel Jean aux éditions Des Paysages. Deuxième titre que l'on égrène sur les 6 qui comportent la sélection de ce prix Nature Nomade. Le suivant, c'est celui dont tu parlais, Nicole, c'est l'appel du Cacatoès noir, donc, où il y a un lien sur des questions comme ça de métissage, de peuples indigènes. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, sachant que je me permets juste de dire que moi, je n'ai pas lu les livres, si ce n'est l'heureux gagnant. Je suis le seul ici à savoir qui est l'heureux gagnant. Et donc, c'est toujours intéressant d'en avoir un petit résumé et quelques extraits pour donner envie ensuite aux gens d'aller peut-être les acheter ici à la librairie. Je t'en prie, Ronan. L'appel du Cacatoès noir, donc c'est un livre de John Danalis qui a été écrit il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, qui a été traduit cette année en français. Et il raconte l'histoire d'un Australien blanc qui, en reprenant des études, se rend compte, en racontant une anecdote qui pour lui paraît complètement banale, c'est-à-dire le fait que dans son salon, depuis son enfance, trônait un crâne d'aborigène. Et pour lui, ça l'avait jamais choqué, c'était une décoration comme une autre. Et en racontant ça avec ses collègues étudiants, il s'est rendu compte que tout le monde était abasourdi de voir que c'était possible. Et il s'est complètement remis en question. Il s'est mis à la place il s'est imaginé que le crâne de son aïeul trônerait dans un salon. Et il s'est mis en tête de faire tout pour que ces restes humains soient restitués à leur terre d'origine et à leur peuple d'origine. Et donc ça raconte toute sa démarche pour restituer ce crâne. Nicole ? Oui, puis on peut dire que c'est quelque chose qui parle de problèmes très très contemporains. Hein. La restitution, on est en plein dedans. L'appropriation culturelle. Voilà, de certains objets dits uniquement artistiques, alors qu'ils avaient aussi une fonction religieuse, une fonction sociale, et que certains musées en ce moment les restituent. Donc on est en plein dedans. On écoute donc un extrait. Ah pardon, je t'en prie. Je veux juste rajouter par rapport au lien dont on parlait avec Coucoum, c'est notamment il y a un parallèle. Bon là c'est pas les extraits qu'on a choisis, mais qui est notamment l'enlèvement d'enfants aborigènes ou amérindiens à leurs enfants pour leur donner une éducation, pour les forcer à aller dans des institutions étatiques ou religieuses pour détruire la culture aborigène. Pour les assimiler. Et il y a question de ça dans les deux livres. Donc c'est un parallèle qu'on a fait également. Très bien. Je t'en prie. Un extrait donc de L'appel du Cacatoès noir de John Danalis. T'es au courant des écorces qui ont été amenées d'Angleterre ? Gary t'en a déjà parlé ? Mon esprit s'est reporté 2 semaines plus tôt à la photo que j'avais trouvée sur Internet de Gary, drapé dans la cape d'opossum et brandissant ce qui ressemblait à un bouclier. Ouais, je me souviens d'avoir lu quelque chose là-dessus. Vous avez intenté une action en justice contre le British Museum et le musée de Melbourne pour tenter de les garder ici en Australie. C'est ça. Jason était ravi que je sois au courant. Bon, imagine, elles arrivent pour une exposition prêtée par le British Museum. Et pour nous, c'est le choc. On ne savait même pas que ce type de gravure sur écorce faisait partie de notre patrimoine. Parce que, après nous avoir tous chassés de notre terre, nous, les Kouris, ils ont abattu tous les grands vieux arbres, y compris ceux qui étaient gravés. Ces écorces sont les dernières qui restent au monde. Tous, on ignorait qu'on savait faire ça. C'était un savoir perdu. Et bon, soudain, voilà que les jeunes se mettent à étudier ces écorces de très près,
à essayer de lire les symboles, à essayer de retrouver quels outils ils utilisaient. Et du jour au lendemain, nous voilà tous en train de graver des écorces comme des fous. On a fait une exposition, on retrouvait nos racines. Merci beaucoup pour cet extrait de L'appel du cacatoès noir de John Danalis aux éditions Marchiali. On arrive à la moitié de cette sélection de 6 livres pour ce prix Nature Nomade. La tension est palpable, le suspense est à son comble. Et on va donc détailler le titre suivant, qui est, Nicole ? Alors, le titre suivant, c'est Le Mangeur de pierre de Davido Longo, qui est un écrivain italien qui est connu. Alors, on n'explicitera pas le pourquoi du titre, Le Mangeur de pierre, parce que ce serait empêcher les lecteurs. On le découvre à la fin du livre, donc c'est pas la peine de raconter ça. C'est un récit qui se passe entre les vallées du Queyras en France, donc dans les Alpes, et puis de l'autre côté du col d'Agnello en Italie, et qui est... Alors c'est le livre qui nous a le plus séparés, qui a été le plus clivant, comme disait Faustine, avec des gens qui ont marché à fond dans ce récit, d'autres qui n'ont pas marché du tout. C'est probablement le plus écrit, le plus littéraire. Il est différent de certains autres qui sont vraiment des récits au jour le jour, d'aventures, etc. Il navigue constamment entre deux choses, la description d'un monde rural qui est en train de se déliter tranquillement, qui est celui des Hautes-Vallées, aussi bien du côté français que du côté italien, et puis en même temps des problèmes hyper contemporains, puisque c'est par ces cols qu'arrivent les migrants. Voilà. Et on rentre progressivement, le lecteur est gagné par quelque chose qui se passe maintenant, et il s'aperçoit que derrière les cimes, derrière cette tranquillité, derrière ces paysages qui sont des paysages quasi touristiques, et ben, il y a autre chose qui se profile. Voilà. Alors tu as dit qu'il avait été très clivant, et comme on sait que vous avez fait consensus, tu viens par élimination de donner quelques pistes au public ici présent qui s'impatiente pour savoir qui est le grand gagnant ou la grande gagnante. C'est possible, des fois je suis bavarde et bon. Nous écoutons un extrait de ce mangeur de pierre. Les femmes peuvent marcher ? Le vieil homme dut mal comprendre. Le Français reformula. Elle se porte bien, dit alors le vieil homme. Après lui venait la fille. Dans l'ouverture laissée par la couverture, son visage apparaissait, sauvage. Ses yeux étaient du même ton que sa peau, mais il absorbait la lumière comme le centre du lac où l'eau est la plus profonde. L'extrême blancheur de ses dents contrastait avec le bois sombre de ses lèvres. Quand la lumière passa sur le dernier de la file, Sergio sentit un vide en lui et entr'ouvrit la bouche pour demander. Mais ce fut le vieux qui parla. « Quand aller ?» demanda-t-il. César éteignit la lampe et revint là où il avait laissé son sac à dos. Il y remit son réchaud, puis jeta au vieux un paquet de cigarettes et de quoi les allumer. « Peut-être demain, dit-il. » Et 2 petits ronds de braise s'enflammèrent dans le noir. Bien, merci beaucoup pour cet extrait du Mangeur de pierre de David Longo aux éditions Glénat. On arrive maintenant au 5e des 6 titres de ce prix littéraire Nature Nomade, Le Souffle des Andes. Et Ronan, tu nous en dis un mot ? Oui, Le Souffle des Andes, donc de Linda Bortoletto, qui avait été reçue ici au dernier festival. Est en fait le récit de son expédition. Enfin, elle a fait le chemin, le Grand Trail patagonien, et elle est partie seule après avoir subi une agression sexuelle en Turquie, lorsqu'elle était partie sur les traces de Rumi, un mystique soufi. Et elle a voulu faire ce grand périple de
je ne sais plus combien, 1500 km pour justement, c'est un récit de résilience en fait, pour se reconstruire. Et c'est un récit au jour le jour de la manière dont elle se réconcilie avec le contact humain et avec la solitude, avec le risque aussi de marcher seul. Et voilà, c'est cette reconstruction, ce récit de résilience qui est le fil rouge principal du livre. Ça fait un relatif écho à une discussion qu'il y a eu ce matin même ici au Café Littéraire sur le fait de voyager seul quand on est une femme, risque ou pas, etc. On en écoute un extrait de ce Souffle des Andes. Après m'être renseigné sur les horaires du ferry pour le lendemain, je vais sur la vieille jetée en bois. L'air est tiède. 2 marins réparent un bateau sur la grève, sifflotent en tapant du marteau. Le soleil descend, la baie se nappe d'une soie orangée. Les montagnes s'assombrissent, l'air est frais. L'eau est lisse. La tranquillité est une vague imprévisible. Merci beaucoup pour cet extrait du Souffle des Andes de Linda Bortoletto aux éditions Payot. Voici enfin le dernier des 6 titres de ce prix littéraire Nature Nomade, David Grann, The White Darkness. Darkness, oui, dont le titre donc est un oxymore, noirceur lumineuse. Alors qui a pour caractéristique d'avoir été écrit par David Grann, qui est un journaliste, mais qui n'écrit pas directement son récit de voyage à lui, qui réécrit le récit de voyage d'Henry Worsley, qui lui-même a un ancêtre qui était aux côtés du fameux Shackleton, donc quand il est descendu dans l'Arctique, et qui revisite le récit de ces 2 hommes. Alors évidemment, c'est un univers extrêmement hostile. Les aventures se terminent mal, mais c'est un récit en décalé en quelque sorte. C'est un récit à partir de fragments de récits. C'est pas direct. Et on retrouve constamment cette navigation à la fois entre l'aventure de Shackleton et puis celle de Worsley. On en écoute donc un extrait. L'homme se sentait comme un grain de poussière dans le néant gelé. Tout autour de lui, il voyait la glace s'étendre jusqu'aux confins de la terre. De la glace blanche, de la glace bleue, des langues et des saillies de glace. Il n'y avait pas de créature vivante en vue, pas un phoque, ni même un oiseau. Rien, à part lui. Il avait du mal à respirer et à chaque expiration, la buée gelait sur son visage. Un lustre de cristaux pendait à sa barbe. Ses sourcils étaient durcis par le givre, tels 2 spécimens préservés dans la glace. Chaque fois qu'il battait les paupières, ses cils craquelaient. « Si tu prends l'eau, t'es mort », se répétait-il fréquemment. Il faisait près de -4 degrés, mais la sensation de froid était renforcée par le vent, lequel soulevait parfois un nuage aveuglant de particules de glace qui le fouettait et le désorientait tant qu'il basculait, ses os s'entrechoquant à l'impact contre le sol. Merci beaucoup pour cet extrait du 6e et dernier livre de la sélection pour le prix littéraire Nature Nomade, The White Darkness, donc de David Grann aux éditions du Sous-Sol, en compagnie de Nicole Vitré-Méchin et Ronan Le Breton, 2 des 12 membres du jury Nature Nomade pour ce prix. 6 livres, 12 membres du jury, 18 € en moyenne par livre. On est à peu près dans quelque chose comme ça, j'imagine. Alors, il va être temps d'annoncer le lauréat ou la lauréate de ce prix. The winner is. Alors peut-être quelqu'un sait faire le roulement de tambour hyper bien. Après cette page de pub. Quelque chose comme ça. Et donc, je vous laisse le soin d'annoncer qui a emporté ce premier prix Nature Nomade, qui est appelé à
perdurer, j'imagine. Nicole? Alors le gagnant, ça a été Coucoum, ce livre québécois. Donc ce qu'on déplore, c'est qu'on n'ait pas pu échanger avec l'auteur québécois. Il avait été question d'une visio, et puis qui n'a pas pu se faire, mais je crois qu'il vient à la Géothèque début décembre, normalement. Alors plus tard, il semblerait que ce soit plutôt pour le printemps. Bon. Un jour peut-être. Il semblerait que ce soit plutôt vers le printemps, m'a-t-on dit, mais je sais pas. J'ai cru entendre ça. C'est assez flou, mais un jour ou l'autre, Michel Jean viendra et il sera reçu à la Géothèque. Et on pourra donc le célébrer comme il se doit pour ce premier prix littéraire Nature Nomade qui lui revient donc pour Coucoum. Aux éditions des Paysages, vous parliez de ces échanges au sein du jury et du fait d'avoir fait un consensus, d'avoir trouvé un consensus autour de ce livre-là. Vous sauriez dire, alors peut-être à la fois personnellement et peut-être au nom du jury, quels ont été les éléments en faveur de ce livre de Michel Jean? Je crois qu'on a tout. D'abord, on parle au nom du jury, on ne parle pas en notre nom propre à tous les deux. Je crois que ça s'est fait assez vite, ce consensus. C'est un livre qui est quand même assez écrit. C'est un livre qui n'est pas prétentieux, mais qui apprend beaucoup. Il y avait un des critères qui avait été donné par Faustine, c'est finalement qu'est-ce qu'on apprend dans ces lectures. Et je crois qu'il y avait ce va-et-vient sans arrêt entre ces deux points de vue. On sortait de notre ethnocentrisme, cette découverte de l'envers du décor, parce que tous, plus ou moins, même si on réfléchit à ça, on a quand même découvert tous ces grands espaces à travers Jack London, à travers des gens de notre culture. Et là, on a adopté le regard de quelqu'un d'autre, le point de vue de quelqu'un d'autre. Et il y a un passage qu'on a demandé à la Bille de lire, là, qui est assez intéressant là-dessus, qui concerne la drave. On va l'écouter. C'est alors. page 219. Ouais, ce serait intéressant. Après 3 jours, alors que nous approchions de l'embouchure de la rivière Péribonka, l'air s'est chargé d'une odeur de bois mouillé qui donnait la nausée. Sur le lac flottait une masse immense, sombre et ondulante. Aucun d'entre nous n'avait jamais rien vu de semblable. Ce n'est qu'en nous approchons que nous avons compris. Des milliers d'arbres coupés flottaient à la surface de Pequakami, portés par le courant. Le bois arrivait de la rivière, notre rivière, sur laquelle dansaient des hommes armés de longues piques munies de crochets de métal à leur extrémité, avec lesquels ils dégageaient les troncs coincés par le courant entre les rochers. Dans nos canots, nous étions paralysés par l'effroi. Devant nous, la Péribonka, étouffant sous le poids des troncs, vomissait la forêt dans le lac. Merci beaucoup pour cet autre extrait donc de Coucoum de Michel Jean aux éditions des Paysages, grand gagnant de ce premier prix littéraire Nature Nomade. Je voulais quand même que vous nous disiez un mot de ce livre très clivant, Le Mangeur de Pierre. Est-ce que quels étaient les éléments justement clivants? Qu'est-ce qui a fait débat? Ce qui a fait débat principalement, je crois, c'est le côté un peu décousu de la narration, enfin, ce qui a pu être perçu par certains comme le côté plus décousu de la narration, c'est-à-dire que les gens étaient parfois perdus entre les personnages, il y avait des choses qui n'étaient pas claires, il y a beaucoup d'ellipses dans le récit, beaucoup de sous-entendus, et c'est à la fois ce qui a plu à certains, dont nous faisons partie justement, et ce qui a déplu à d'autres. Et... Ah, vous n'êtes pas représentatif du clivage? Non, pour le coup, on l'a émis en premier. Mais non, mais ils nous ont désignés d'office. Ah, c'est ça. Alors on va dire, on fait un putsch et c'est le vengeur. Non, mais c'est vrai, coucou, c'est vrai quand même. J'en vois qui rigolent, mais
Hein, C'est toujours plus facile de rigoler quand on est dans le public, hein, on est bien d'accord. À la Vincent qui s'éclipse alors que... tout le monde était d'accord pour lire, pour débattre et tout, et quand il s'est agi après d'aller au café littéraire, bon. D'accord, très bien. C'est probablement, Pardon. c'est probablement le livre qui a le plus de techniques littéraires, le plus écrit, je pense. Et effectivement, il y a beaucoup d'ellipses, beaucoup. Moi, c'est ce qui m'a enchanté. Enfin, j'ai trouvé ça très écrit, vraiment. Par contre, ce prix littéraire m'a appris autre chose, justement. Je pense quand même être une grande lectrice. Et au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le récit pur et dur. Par exemple, Amazonie, j'ai dit en rigolant, d'ailleurs, à Amazonie, au bout de 50 pages, je me suis dit, bon, tous les matins, il se lève, il pleut, il se dit, ça va être dur. Effectivement, c'est très dur. Il faut qu'il allume un feu, il se fait à manger, il se fait bouffer par les moustiques, il se recouche le lendemain. Je me suis dit, waouh. Non, mais c'était un peu ça, quoi. Et puis après, je me suis dit, bon, faut que je mette de côté des critères. Et puis, il y a quand même un engagement incroyable, enfin, de ces gens qui traversent l'Amazonie, ou l'Arctique ou l'Antarctique, de se confronter à des milieux aussi hostiles. Voilà, je crois que moi, ça m'a appris à je dirais pas avoir moins d'attentes, mais avoir peut-être d'autres attentes, à accepter le récit du voyage. Voilà, c'est vraiment... Et Faustine, je pense, a eu un choix judicieux, parce que c'est sur les 6 livres, on pouvait faire son chemin, quoi. C'était... Voilà. Une ovation pour Faustine. Ronan, en ce qui te concerne, ça a pu aussi modifier un peu ton approche de la lecture? Ou ça t'a ouvert à des récits des récits vers lesquels tu ne serais pas allé spontanément, par exemple? Oui. Après, moi, j'ai pas eu vraiment il y en a pas vraiment qui m'ont déplu complètement. Moi, j'étais plus attaché aussi à la forme, la construction littéraire des récits, et justement, notamment celui-ci était pas. En fait, je vois par exemple je notais des extraits de chaque récit, et pour celui-là, j'ai noté en fait que des citations d'autres auteurs. Donc c'était plus, c'est un article, quoi. Pour moi, c'est un article de National Geographic, c'est très bien, mais il est très long, mais il est captivant, mais c'était pas ce que je recherchais. Mais après, l'avantage d'avoir plusieurs livres, plusieurs personnes dans le jury, ça permettait de mettre en commun non, voilà, c'est bien de ne pas finir ces phrases des fois, voilà, aussi. Il y a une chose que je t'en j'aimerais prie, bien. Nicole. On avait demandé aussi à Nabil de lire dans Koukoum un passage qui raconte justement ces enfants qu'on a enlevés, qu'on a voulu éduquer de façon civilisée. Et c'est peut-être une façon aussi d'évoquer quelque chose qui existait donc à Katoès. Les années ont passé et j'en retiens des images de grisaille. En nous obligeant à rester à Pointe-Bleue, ils ont voulu faire de nous des gens comme eux. Nomades, dépossédés, nous ne pouvions être que ce que nous étions, des apatrides. Après nos terres, ils ont pris la seule chose qui nous restait, nos enfants. Un matin, 4 hydravions sont apparus à l'horizon. Ils ont fait un tour au-dessus de Pointe-Bleue, balançant leurs ailes dans le ciel. Et puis ils ont piqué et ont améri sur Pequakami, juste en face de chez nous. Les pilotes ont dirigé vers la rive leurs appareils qui dansaient sur l'eau en grondant. Au moment même, des policiers de la gendarmerie royale du Canada arrivaient en camion par le chemin de Roberval. Des fonctionnaires fédéraux les précédaient dans une grosse berline noire, comme un corbeau, qu'ils ont garé devant les avions. Un officier est descendu de l'auto et il a ordonné à tout le monde de se rassembler. « Je suis le sergent Leroux.
Nous sommes ici pour emmener les enfants au pensionnat. Le Canada va leur fournir une éducation respectable. Les gens ont entouré l'officier et le père Jaudoin, le curé de la paroisse qui l'accompagnait. Le sergent avait une voix de stentor. Ses paroles résonnaient comme le tonnerre. Tous les enfants de 6 à 15 ans vont aller à l'école. Préparez vos affaires. Les avions partent dans 1 heure. Merci beaucoup pour ce nouvel et dernier extrait de Coucoum de Michel Jean, qui vient donc de remporter le premier prix littéraire Nature Nomade. Dernière question pour vous deux, Nicole et Ronan. Vous êtes prêts à rempiler pour un prochain prix littéraire, si on vous le demande? Oui, oui, oui. Si vous êtes désigné d'office? On va en désigner d'office à notre tour pour le café littéraire. Il me reste à vous remercier pour avoir détaillé ces 6 titres du premier prix littéraire Nature Nomade. Merci aux 3 chapeliers fous de la Bille pour ces belles lectures. Et je crois que le bar de Cédric ouvre une tournée générale pour fêter le prix littéraire. Où je m'avance un peu. Merci à vous en tout cas pour votre écoute et à très bientôt. Dans un petit instant, dans très peu de temps, on va retrouver Florence Debove, ici même.